L'heure des pros, bonjour à tous. Voici donc le sommaire ce matin. Les intellectuels, les éditorialistes, les sachants, ils sont, nous sommes, vous êtes, mesdames, messieurs, sur ce plateau des ringards. Ils sont, nous sommes, vous êtes dans l'entre-soi. Passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné. Ces belles personnes copines, plus qu'elles ne pensent, entre le café de Flore à Saint-Germain-des-Prés et quelques cantines chics du Triangle d'Or, entre 13h et 16h chaque jour, puisqu'il est acquis qu'on déjeune tard à Paris. Le vieux monde, une pensée néandertalienne, les réflexes d'antan. J'extrapole à peine les propos d'Emmanuel Macron que rapporte Philippe Besson à paraître ces prochains jours. Le président de la République fustige intellectuels et journalistes qui donnent des leçons de morale mais qui sont à la déontologie ce que Mère Teresa était au stup. Est-ce l'amorce d'une rupture entre Macron et ceux qui racontent, commentent, éclairent l'actualité? Est-ce une provocation, j'allais dire, amicale pour secouer le cocotier? Est-ce un poil de démagogie pour flatter une opinion qui n'est pas loin de penser la même chose? Nous en parlons ce matin avec tous ces éditorialistes que le monde entier donc nous envie. Bonjour Isabelle Saporta, journaliste. Bonjour Ariel Schwab, directrice associée à VAS Paris. Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction de Libération. Je ne sais pas si vous êtes reconnu dans ce joli portrait du président de la République. Claude Posternac, fondateur du site L'Important. Clément Viktorovitch, alors vous êtes à mi-chemin parce que vous commencez à être éditorialiste, mais bon, vous êtes prof universitaire à l'école de guerre et à l'ENA, donc vous êtes peut-être sauvé. Ben ou alors c'est pire, ou alors je cumule les torts des deux mondes. Oui, écoutez, bon, vous nous le direz tout à l'heure, on va en parler évidemment longuement parce que franchement ça fait causer si j'ose dire. Mais on va commencer cette émission avec Fabien Dumas, vous êtes secrétaire fédéral de Sudrail, conducteur de train Paris-Nord sur la ligne B, vous êtes de 1970, vous avez donc 47 ans et dans 3 ans vous êtes en retraite. C'est la belle vie, dites donc. Dans 3 ans, c'est la belle vie, conducteur de train à la SNCF. Dans 3 ans, vous êtes en retraite, nous on va bosser jusqu'à 65 pour être ans. exact, pour reprendre le débat précédent. Donc, déjà tout à l'heure, vous avez dit que rien n'avait changé. En gros, depuis 1909, bon, il y a eu quand même deux lois portant réforme sur les retraites, 2010-2014, qui ont été transposées au sein de la SNCF. Donc, si vous voyez, une espèce d'hypocrisie, c'est-à-dire, en fait, théoriquement, oui, je pourrais partir, sauf que je partirai avec une retraite de misère. C'est quoi retraite de misère, ça serait 75% de pas grand-chose parce que en fait on est mal payé à la SNCF. Aujourd'hui vous gagnez en salaire de base après être entré dans l'entreprise en 1999, je dois être à peu près à 2000 euros. 2000 euros multiplié par 12 ou par 13? Non, multiplié par 12. On n'a pas de 13e mois. D'accord. 2000 euros net net, oui. D'accord. Net. Ce qui n'est pas un mauvais salaire. Hors prime. Aujourd'hui en soi. Hors prime. Ce qui n'est pas en soi un mauvais salaire. Quand on est aujourd'hui en France, conducteur de train avec la responsabilité qu'on a, moi, en heure de pointe, j'ai 2500 personnes à bord qui m'ont bien arrivé vivantes. On ne peut pas dire que la responsabilité soit diluée. C'est un métier à responsabilité, c'est un métier de sûreté. Je partage votre avis, c'est un métier difficile. Quand on parle de nos retraites, quand on parle de notre avantage, parce que c'est vu comme un avantage, il faut parler de tout. La continuité du service public impose un certain nombre de choses. Je travaille les samedis, je travaille les dimanches, je travaille Noël, je travaille le jour de l'an. On est payé pour emmener les gens en vacances, donc pendant les vacances scolaires, d'été comme hiver, nous, on n'est pas en vacances. Le protocole congé, par exemple, si je prends celui de Paris-Nord, on a ou juillet ou août, une année sur 3. Donc ça veut dire qu'une année sur 3, je peux partir en vacances avec mes enfants. C'est quand même pas tout le monde qui a ce genre de désagrément. Mais par on exemple, a en horaire décalé. Vous citiez Noël tout à l'heure. J'imagine que le conducteur de train, lorsqu'il a fait Noël une année, l'année suivante ou l'année d'après encore, il ne fait pas on essaie de donner Noël. Notre direction essaie de donner Noël ou le jour de l'an, sauf que le sous-effectif chronique, parce que en fait, on parle de nos avantages, mais la place est tellement bonne qu'on n'arrive plus à recruter des conducteurs de train. Et on n'arrive plus non plus à recruter des aiguilleurs. Alors là, pour les métiers les plus durs et les plus mal payés, les agents du matériel ou les agents de la voie, alors là, c'est le désert. Il n'y a plus personne qui veut venir. Bon. Donc, quand on parle combien d'heures vous travaillez par semaine? Alors, si on parle de... moi, je suis conducteur banlieue. On fait journée continue, c'est-à-dire on n'a pas de pause repas. On enchaîne les trains. Et en gros, on est sur du 6h40 d'amplitude en journée continue, hors décalé complète. C'est-à-dire, dans la même semaine, moi, je peux me lever ou me coucher à 1h du matin. Par
par exemple, dans la même semaine. Hein. D'accord. 6h40 par jour et combien d'heures par semaine ça fait? D'amplitude, 6h40 où on fait que conduire. Hein. Oui, ce qui est difficile, ce qui demande beaucoup de concentration, Oui. et avec la sécurité dont vous avez parlé. Et vraiment, je redis que c'est en horaire décalé, c'est-à-dire la première faut prise être de en forme service est à physiquement. 3h17 du matin, il faut se lever à 2h du matin. Hein. C'est dur, je suis d'accord avec vous. Mais ça fait combien d'heures par semaine? C'était ma question. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais de toute façon, nous, on est aux 35 heures. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, et donc vous êtes en... Alors, c'est vrai que c'est un métier difficile, mais ceux qui nous écoutent peuvent se dire aussi qu'ils font parfois des métiers difficiles, Bien sûr. des infirmiers dans les hôpitaux publics. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il dit un système injuste. Il qualifie votre système d'injuste parce que vous êtes en retraite à 50 ans ou 52 ans. Est-ce que vous trouvez que ce système est juste? Ma question, elle est toute bête. À l'instant, vous parliez de démagogie. Là, on est en plein dedans. C'est-à-dire, ne regardez qu'un pan de l'affaire sans prendre la globalité, ne pas regarder les inconvénients qu'impose la continuité des services publics et se concentrer sur... alors, dit comme ça, oui, c'est injuste. Et encore, dit comme ça, je vais vous expliquer que les transpositions des différentes réformes de retraite font que là, par exemple, la plupart des cheminots partent en moyenne à 58 ans, déjà. Il y a une progressivité... pour les gens nés après 1970, en 2024, de toute façon, il leur faudra 42 annuités et demie, 43, et de toute façon, ils partiront à 62 ans. Donc déjà, l'injustice prétendue de notre système est gommée. Alors par contre, c'est progressif. Lui, visiblement... il fait feu de tout bois, il attaque tout le monde en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a. Il veut réformer le pays. Et c'est mais réformer quelque chose qui est déjà réformé. Mais je veux dire, moi je vais me faire l'avocat du diable, hein. Si j'ose dire, les journalistes, si on touche à leurs 7 500 € qu'ils devraient enlever de frais professionnels, pareil, hein, c'est un corporatisme et les journalistes vont dire c'est pas bien, c'est scandaleux, etc. Chacun défend ses avantages acquis. Hein, je ne suis pas sûr en disant ça qu'il y ait beaucoup de journalistes qui soient d'accord avec ce que je suis en train de dire. Donc Macron, il veut tout réformer pour qu'il y ait une forme de, visiblement, hein, de justice entre non, mais là, nous. Là, visiblement, enfin, c'est hyper démagogique, c'est de l'affichage. Il veut réformer quelque chose qui est déjà en train d'être réformé. Non, mais Pascal... La discussion se met en place. Pour moi, Pascal, vous pouvez intervenir. Isabelle, ça porte. Pour moi, vous dites pas le plus important. Je suis désolée de vous le dire. C'est que je trouve que le deal... Vous êtes là pour ça? Non, c'est pas ça. Parce que je trouve que le deal qu'il est en train de proposer à la SNCF est assez dégueulasse. C'est-à-dire qu'au fond, il dit aux salariés... les mecs, il va falloir vous serrer la ceinture si vous voulez que votre entreprise, donc les choix politiques qui ont été faits pour la SNCF, parce que ça a toujours été des choix politiques pour la SNCF, soient résolus. C'est assez dégueulasse quand même. C'est-à-dire qu'on va désendetter la SNCF, c'est-à-dire tous les choix qu'on a fait par exemple sur les lignes à grande vitesse, etc., en demandant aux salariés de se serrer la ceinture. Ça veut dire quoi? Soit on leur demande aux salariés, voilà... Ça, vous l'interprétez comme ça, je suis pas sûr que ce soit ça qu'il... Exactement, c'est mot pour mot ce qu'il a dit. Les cheminots l'interprètent comme ça, c'est-à-dire les cheminots le vivent comme une vraie provocation, parce que cette dette-là de 44 milliards d'euros qui ne cesse d'augmenter, parce qu'en plus il y a des frais financiers sur cette dette. L'État emprunte à 0% au niveau de la communauté européenne et prête à 0,61 ce matin, excusez-moi, vous avez raison, il faut être précis pour être exact. Mais par contre, elle prête à 5% à la SNCF. Alors déjà, ma question, elle est toute simple. Mais c'est pas Jean, je voulais juste préciser, c'est pas la dette des cheminots, c'est la dette de l'aménagement du territoire, c'est une dette d'État. Et la dette d'État, lui, il veut la faire payer aux cheminots. Isabelle, je veux bien que vous me disiez ça, mais pardonnez-moi, vous faites... là, on est sorti un peu du sujet. La question, moi, qui m'intéresse, en tout cas, c'est est-ce que vous trouvez que la retraite des cheminots est juste ou injuste? C'est la seule chose qui m'intéresse ce matin. C'est pas ce qu'il leur a dit. C'est pas ce qu'il leur a dit. C'est pas ça. Et il a dit, je trouve que le système est injuste. Moi, je reprends les propos d'Emmanuel Macron. Un système injuste. Non, mais il y a 50 manières d'aborder ce sujet. Moi, je l'ai abordé comme ça. Est-ce que vous trouvez que un cheminot de la SNCF doit partir à 50 ans ou pas? Chacun a un avis là-dessus. Personne part à 50 ans. Présenté comme ça, c'est évidemment ce qui a été dit, présenté comme ça semble injuste parce qu'en fait on prend une partie, c'est un peu le mécanisme quand même qui est opéré aujourd'hui. Probablement que c'est un système un peu différent, qui va être difficile à justifier vu les réformes au devant desquelles on va, et donc la sensation des Français qu'il va falloir que tout le monde passe à la caisse et que tout le monde s'aligne parce que ça va concerner tout le monde et que tout le monde va devoir y mettre du sien. Donc évidemment, Macron crée un contexte de réforme dans lequel tout le monde se sent concerné, voire menacé, et donc va exiger des autres groupes de population qu'ils passent à la caisse aussi. Pour autant, c'est une méthode qui est un peu compliquée parce qu'on met en avant une catégorie de population comme étant les privilégiés,
privilégiés. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société française, c'est les cheminots qui sont les privilégiés? Je suis pas sûre qu'on puisse le dire comme ça. Or, c'est un peu comme ça que ça a été présenté. Voilà. Et ça joue sur des ressorts, juste pour terminer, qui montent un peu les catégories des uns C'est contre ça, les autres. exactement. Et qui, voilà, génèrent une ambiance relativement malsaine. Mais salutaire peut-être sur le fond. Laurent Geoffrin. Il y a un problème de vocabulaire aussi, c'est que depuis au moins 15 ans, le mot réforme est utilisé pour désigner des sacrifices. C'est vrai. Régression. Tout à fait vrai. Ça désigne des sacrifices, en fait. Alors, et peut-être parfois ils sont nécessaires, hein, je ne conteste pas. Mais l'establishment, il faut réformer, il faut réformer, il faut réformer. Réformer, ça veut dire on va aller emmerder des gens qui gagnent 2000 € pour leur dire, écoutez, bah, vraiment, vous êtes exagérés, là. Vous vous rendez compte, vous gagnez une somme incroyable. En plus, vous partez à la retraite, tout ça, c'est quand même pas normal. Et alors, quand on dit, oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'on supprime l'impôt sur la fortune pour les gens qui ont des actions? Ah ben non, ça c'est normal. Ça c'est normal parce que, vous comprenez, il ne faut pas décourager les gens. Ah d'accord, il ne faut pas décourager les gens qui sont riches, mais alors ceux qui conduisent les trains, là, on s'en fout. Bon. Il finit par y avoir un problème dans le discours public. Très court, parce que je voudrais qu'on parle de Macron et vous êtes long, messieurs, dames. Oh, non, pas si long. Je vais essayer d'être très court, c'est-à-dire il faut essayer de comprendre un petit peu la volonté du président de la République et en tout cas le débat qui est mené. Je sens que ça va être long. Non, d'une façon un petit peu plus globale, c'est-à-dire. Ça va être très long alors. Non, vous êtes dans une société aujourd'hui, vous avez 6 600 000 personnes inscrites à Pôle emploi et globalement vous avez 10 millions de personnes hors du système. Et je pense que la volonté du président de la République, c'est de remettre les personnes hors du système à l'intérieur du système. Bon. Donc, nous sommes dans une situation à la SNCF qui est extrêmement particulière, c'est-à-dire que c'est une entreprise exceptionnelle. Il y a 3 500 000 personnes qui sont transportées par des salariés qui font un boulot formidable. C'est pas ma question. Non, mais on ne peut pas y répondre aussi facilement. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas ma question. Mais oui, mais je vais vous y répondre, mais vous êtes obligé de poser un contexte oui, mais on va global, pas faire une dissertation sur vous êtes dans un contexte d'équilibre. Ce contexte d'équilibre, c'est que je pense que les salariés ne sont pas forcément suffisamment payés à SNCF et que l'arbitrage doit se faire bien évidemment sur les retraites parce qu'il est aussi anormal que la collectivité publique pète 4 milliards pour des retraites d'un système qui est un système particulier. Si vous permettez, M. Pro, sur l'injustice, je vous en prie. moi je voulais juste faire une remarque. Si le système de retraite de la SNCF est injuste et qu'il doit tendre vers le régime général, mais alors faut tendre tout vers le régime général. C'est-à-dire moi je veux que mes dimanches soient payés double, je veux avoir une majoration de prime de nuit que je n'ai pas, je veux que quand je dors 2 fois dans la semaine en dehors, je vais être payé en déplacement. Enfin voilà. Tous les dimanches sont pas payés C'est pas dans possible, toutes les professions. Mais bon. Les journalistes, on n'est pas payés. Non, vous pouvez mais bon, on est privilégiés, je suis d'accord avec vous. On peut pas, mais les journalistes on sont peut pas nous enlever un avantage qui est grand comme ça et nous laisser tous les inconvénients. Je suis d'accord avec vous et j'ai bien le. Si on veut parler d'injustice, Fabien, j'ai bien conscience. De nouveaux contrats sociaux. Fabien, j'ai bien conscience que nous faisons une profession de privilégiés, bien évidemment, et que les dimanches ne sont pas payés double, certes, mais nous sommes des privilégiés. J'entends tout ce que vous Pour dites. des raisons différentes, les journalistes et les cheminots sont des symboles de la société. Mais ce n'est pas une revendication Sudrail. Hein. Nous, moi, quand je suis rentré à la SNCF, je savais très bien qu'il y avait ce contrat-là, que la continuité du service public imposait certaines choses. Mais je savais aussi que j'avais quelques avantages et j'aimerais bien les conserver. Mais vous avez aussi, on va conclure là-dessus, un gros avantage qui est la sécurité de l'emploi. Forcément, je suis obligé de vous dire ça parce que dans la sécurité de société l'emploi, moi d'aujourd'hui- demain, si j'ai du cholestérol, je conduis plus un train. Donc sécurité de l'emploi, c'est à discuter. Bon, en tout cas, vraiment, alors, c'est bien que vous soyez là et nous, on pose des questions. Vous n'êtes pas accusés à cette table. Il y a Je pas me de. sentais pas accusé. Voilà, c'est le débat qui est en place. Et puis, vous avez vu nos amis éditorialistes dont parle Emmanuel Macron avec amour et intérêt. Bah, finalement, ils sont plutôt finalement compréhensifs. Avec les conducteurs des cheminots. Alors, Emmanuel Macron, je recontextualise. Emmanuel Macron, un livre sort. Philippe Besson, écrivain proche de la présidence, romancier que vous connaissez peut-être, qui a écrit un très bon roman, qui est un succès de librairie, qui s'appelle Un personnage de roman. Philippe Besson a suivi le président de la République durant toute la campagne électorale. C'est un ami d'Emmanuel Macron, c'est un ami du couple Macron, j'ai envie de dire. Et il a tout noté. Et dans ce qu'il a noté, forcément, il y a des propos qu'on ne lit pas forcément dans les journaux. Il y a 2 sorties d'Emmanuel Macron. On ne devrait pas dire, c'est ça? Mais c'est ça. Bah, en tout cas, il y a 2 sorties qui sont intéressantes. Sur les intellectuels, d'abord, alors il pense à Badiou, Onfray, Todd, Finkielkraut et Debray. Il dit, ils ne m'intéressent pas tellement, ils sont dans les vieux schémas, ils regardent dans les yeux d'hier, le monde d'hier, ils font du bruit avec de vieux instruments. Pour une large part d'entre eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas produit quelque chose de renversant. Du reste, ils proposent quoi? Ils sont sur leur
Aventin. Ils n'aiment pas l'action politique, mais vivent de son commentaire. Ils sont devenus des éditorialistes, des esprits tristes, englués dans l'invective permanente. Ce qu'ils détestent, c'est l'idée même d'une réconciliation. Je leur préfère de vrais penseurs. Jürgen Habermas, par exemple, on se situe à un autre niveau. C'est l'école de Francfort, dont on a parlé tout à l'heure, et dont on pourra reparler tout à l'heure. Et sur les éditorialistes, ça vous concerne ? Il ne veut pas jouer avec nous, eh bien non, je ne veux pas jouer avec eux. Franchement, il y en a qui sont à la déontologie, ce que Mère Teresa était au stup. Ils me donnent des leçons de morale alors qu'ils sont dans le copinage, et le copinage depuis des années. Laurent Geoffrin, est-ce que vous êtes dans le copinage ? Depuis de longues années en plus. Hein. Oui. Non mais c'est important. Est-ce que vous êtes dans le copinage ? J'ai des amis, oui, j'ai des amis, c'est vrai, oui, vous aussi. Enfin, Non, moi j'ai pas d'amis. Regardez, Hélas d'ailleurs. vous êtes un pauvre solitaire. Même pas sur ce plateau. Je trouve ça lamentable et grotesque. Enfin, c'est-à-dire que, on va dire, les journaux sont complaisants avec les hommes politiques. En gros, c'est ça. Le Figaro est complaisant avec la gauche. Libération est complaisant avec la droite. L'Humanité est complaisante avec le Front National. Je sais pas moi, le Monde est complaisant avec Macron. Ou Libération est complaisant avec Macron. Il faudrait le prouver. C'est bien de dire des choses comme ça, qui sont du cliché absolu qu'on entend depuis 20 ans. Mais il faut prouver les choses. Il faut dire, voilà, telle couverture de tel événement a été honteusement complaisant. Voici pourquoi. Alors on dit, voilà, vous avez écrit ça. Mais je mets au défi Macron ou quiconque de prouver ça. Vous prenez le Figaro et vous allez démontrer qu'ils sont copains avec l'establishment de la gauche, enfin le supposé, avec les élites de gauche. Vous allez démontrer ça. C'est impossible à démontrer. Parfois des ascenseurs, on prend des intellectuels dans son journal, et puis les intellectuels vont dire du bien de vous parfois. Vous voyez, il y a ça quand même. Quand on porte un jugement général, global, comme ça, c'est un diagnostic global. Oui, évidemment, on va toujours trouver des petits exemples de gens qui ne sont pas bien, dont la déontologie est douteuse, évidemment. Mais quand on dit les médias, il faut démontrer ce qu'on dit. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi le résultat ? C'est Trump. Oui, mais c'est ça. Ce que dit Macron, c'est du Trump, Ouais, c'est pareil. Ça consiste à dire fake news. Quand il y a un truc qui m'emmerde, Habermas, quand il y a une l'école de information... Francfort, je pense pas que l'école de Francfort... Mais Habermas, il n'est pas du tout d'accord avec ce genre de thèse. Habermas, on peut quand même se dire ça. Habermas, pardon, parce que... Habermas, il est en désaccord total avec ce genre de déclaration. On va l'interroger. Il a théorisé le débat public, justement. Il a théorisé le fait qu'il y ait une arène publique dans laquelle on débatte des problèmes de manière aussi nuancée que possible entre les médias, les hommes politiques, les citoyens, etc. C'est ça. Clément Viktorovitch, en 2 mots, l'école de Francfort. En 2 mots, l'école de Francfort et Habermas. Mais vraiment en 2 mots. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite fiche Wikipédia ? Moins sur l'école de Francfort que je connais moins dans sa globalité que sur Jürgen Habermas. En fait, Jürgen Habermas, on peut discuter, mais c'est l'un des, sinon même le philosophe du politique le plus important du XXe siècle. Il a proposé un apport majeur à la philosophie de la connaissance qui vient s'ajouter à un édifice qui a été construit notamment par Aristote et Kant, par exemple. Donc voilà de qui on parle. Et c'est par ailleurs, il a un apport majeur à la théorie politique. C'est lui qui théorise l'idée de démocratie délibérative qui aujourd'hui cristallise le plus les discussions dans la théorie politique. Donc si vous voulez prendre, parce qu'il prend un chapelet d'intellectuels, alors qui d'ailleurs sont les uns les autres sur des statuts très différents. On a Alain Finkielkraut qui n'a pas fait de recherche depuis de longues années, et puis Emmanuel Todd ou Alain Badiou qui eux proposent des ouvrages de recherche dont on pense ce qu'on veut, mais qui sont des ouvrages de recherche tous les 2 ou 3 ans. Donc il prend un chapelet d'intellectuels et il dit quand même, à côté de Jürgen Habermas, c'est pas grand-chose. C'est comme si vous preniez n'importe quel médecin, et vous dites, écoutez, à côté de Pasteur, ça vaut pas grand-chose quand même. Donc c'est la comparaison. Évidemment, vous comparez n'importe qui à Habermas, c'est pas possible. Donc ça n'a aucun sens. Ouais. Claude Posternak. D'abord, je reviens, alors je suis désolé, on va encore globaliser, mais ce qu'a fait Macron a été la personnalité qui a le mieux compris, digéré, pris les études de Sciences Po qu'on appelle les études Sevipov. C'est-à-dire qu'il a puisé dedans de façon extrêmement large et il a su rentrer en résonance par rapport à l'opinion, par rapport à ce que disaient ces études. Qu'est-ce que disaient ces études ? En un, elle disait... lorsqu'on interroge les Français, c'était en janvier 2017, mais c'était aussi la réalité en janvier 2016 et même en janvier 2015, on disait aux Français, vous voyez une différence entre la droite et la gauche ? À 75%, les Français, non, je ne vois plus de différence entre la droite et la gauche. C'est ni droite ni gauche. Après, lorsqu'on demande aux Français en qui vous avez confiance, en un, c'est les patrons de TPE-PME, les hôpitaux, et tout en bas, les femmes et les hommes politiques. Je ne suis plus dans ce critère-là, je casse les codes et je m'appuie là-dessus. Mais rappelez-vous, la ligne juste au-dessus où il y a une défiance avant les hommes politiques, c'est qui ? Ce sont les journalistes.
Donc sur les Et là, il y a journalistes... des intellectuels avec, là. Non, mais d'abord, les journalistes. Donc, sur les journalistes, il sait qu'il y a une géographie, il y a un corpus qui rentre en résonance avec l'opinion. C'est-à-dire que le risque est zéro de taper aujourd'hui sur les journalistes. Et surtout que les journalistes, j'aime pas le terme des journalistes, c'est comme dire les musulmans, les juifs. Il n'y a pas une communauté du journaliste. C'est une religion maintenant, les journalistes. Non, mais il n'y a pas... on ne peut pas parler du journaliste. Non, il y a d'excellents journalistes. C'est les sachants, vous voyez. Le titre de Marine Lançon ce matin, c'est Macron attaque les sachants. Non, c'est pas ça, forcément. Mais les éditorialistes, c'est ceux qui font l'opinion. Laurent Geoffrin, effectivement, vous, Benoît, comment dire, on est dans une résonance aujourd'hui entre des intellectuels aujourd'hui qui passent dans le schéma de la lessive de la télévision par rapport à des intellectuels qui sont en dehors de ce schéma. Donc c'est beaucoup plus intéressant de s'appuyer sur Habermas qui va signer un texte en 2012 qui entre en résonance avec Macron, qui est la défense pure, inconditionnelle de l'Europe, et qui ne va pas en parler à la télévision, que de voir systématiquement un Finkielkraut ou un autre sur la télévision qui dévalorise à ses yeux, pour lui, le discours théorique. Ce qui est très intéressant... Juste Clément veut dire un mot et après en un mot, Isabelle parce que Saporta qui n'a pas parlé. J'ai écouté avec un grand intérêt l'explication systémique de Claude Pasternak et si j'entends ce qu'il dit, il nous explique que Emmanuel Macron a tapé à bras raccourcis sur ceux qui sont le plus détestés du peuple, ça veut dire qu'il a dit aux citoyens non pas ce que lui pensait mais ce que les citoyens voulaient entendre. Ça c'est la définition rigoureuse d'un mot, ce mot c'est la démagogie. Voilà, dire non pas ce qu'on pense mais ce que les autres C'est une entendent. question que j'ai posée, est-ce que c'est de la démagogie Mais non, ou mais pas? c'est exactement ça. C'est de la résonance. Pour moi, ce que vous avez dit très justement, Isabelle Professeur Saporta. Pasternak, c'est qu'on est effectivement, c'est-à-dire qu'il dit je suis dans la nouvelle politique, je vais tout réformer, je suis le nouveau héros. C'est notre nouveau héros quand même, Macron. C'est ce qu'il nous a expliqué la semaine dernière dans Le Point. Sauf qu'on est dans le poujadisme le plus total. C'est-à-dire qu'il passe sa vie à montrer du doigt Marine Le Pen et Mélenchon en disant ces gens-là sont effectivement vraiment dans un poujadisme de base. Et c'est ce qu'il fait finalement. Il jette en pâture les cheminots en disant regardez ceux-là, et vraiment il faut les détester. Puis maintenant les élites, les sachants. Donc on est vraiment voilà. Et par ailleurs, moi je trouve quand même très très amusant que cet homme qui nous a expliqué à longueur de temps aussi que Nicolas Sarkozy n'avait pas été un président à la hauteur parce que c'était un président qui avait divisé. Et Dieu sait que je ne suis pas une grande défendresse de Nicolas Sarkozy. Il est en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire diviser toutes les sous-catégories entre elles, les laisser se battre entre elles et nous dire ah non mais les mecs, maintenant faut y aller. Mais faut aller où? Il nous dit monsieur, c'était le job d'hier. C'est quoi le job de demain, puisqu'il parle de job? Où est-ce qu'elle est la ligne? Plutôt que de casser sur tout le monde, où il va cet homme-là? Ariel Schwartz. Ce qui fait la conséquence. Bon, moi, je voudrais quand même dire que c'est pas désagréable d'avoir à la tête de l'État, de mon point de vue, quelqu'un qui est proche des intellectuels, qui a l'esprit formé. Il est vous hégémonie dans ce qu'il dit. Non, là, pardonnez-moi, il dit il y a des intellectuels en peau de lapin, et puis il y a des intellectuels qui méritent que je les écoute. C'est pas la même chose. En tout cas, c'est pas du tout la même chose. Il était secrétaire particulier de Paul Ricoeur. Quand il va en Grèce, il stigmatise précisément ce qu'il peut imaginer être les trissotins de l'époque. Il est pétri des théories intellectuelles, il s'en sert à coups de citations. Quand il va en Grèce, il invoque la Grèce antique pour éclairer la Grèce contemporaine et ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve honnêtement que ça n'est pas désagréable. On peut regretter Pompidou qui écrivait une anthologie de la poésie. Nos chefs doivent aussi être des gens qu'on admire. De ce point de vue-là, je trouve que ça n'est pas désagréable. Pour autant, ce qu'il fait, effectivement, en vouant en gémonie les intellectuels, en mettant tout le monde dans le même sac, en divisant les gens, mais en créant une sensation de collusion des élites, c'est démagogique, c'est populiste, c'est un peu dangereux quand même comme pente à prendre. Et de cette manière-là, il fait de la place, il n'y a pas besoin de nos intellectuels, ils ne sont pas si compétents, lui-même se positionne, c'est le président, c'est l'intellectuel qui entre en politique et il prend toute la place. De ce fait, ce faisant, il déstabilise les corps intermédiaires, les journalistes, les intellectuels, tous ceux qui au fond écran. Pourrait-on imaginer entre lui et la population, le peuple, qui le gênent, qui sont capables de le critiquer et de le bousculer un peu. Et ça pour le coup, c'est une position de pouvoir qu'on peut interroger. C'est Napoléon. Bien sûr, vous êtes là pour ça. L'idée qu'il ne faut pas s'occuper des journalistes donc, a été appliquée depuis l'élection, puisque Macron n'a pas vu de journalistes. Dans les voyages officiels, ils sont mis à l'écart. Il a changé quand même, puisque notre ami Bruno Roger-Petit est aujourd'hui porte-parole du gouvernement et reçoit forcément des journalistes. Et il sera là justement pour traduire, entre guillemets, la pensée. J'ai grand respect pour Bruno Roger-Petit, mais je préférais que Macron me parle directement, ça m'intéresse plus quand même. Oui. Ouais. Et Macron a dit non, moi je ne vois pas de journalistes, je ne vais pas jouer avec eux. Et donc il n'a répondu à aucune question finalement depuis, à la télévision en tout cas, ou à la radio, depuis qu'il est élu. Est-ce que c'est efficace dans l'opinion? Il a perdu plus de points que Hollande.
En tout cas, ça Alors continue. cette méthode géniale, brillante, fonctionne vachement bien. Bravo, formidable. parce qu'il y a- Il a plongé alors, verticalement. Là, Alors là, il y a une explication technique. Alors, Il y a comme quoi il y a une explication ça ne technique. sert à rien de se priver des journalistes. Simplement, ça permet d'éviter de répondre aux Le questions. contretemps, c'est-à-dire que Claude Posterdal. la rareté de la parole, c'est une théorie qui a été mise en place par Jacques Millan. À l'époque, il travaillait comme responsable de communication à la fois pour François Mitterrand et après Jacques Chirac. Ça a été mis en place sous François Mitterrand, lorsque François Mitterrand était dans des périodes difficiles. Et Pilon avait autorisé en disant, lorsque vous êtes dans une période difficile, vous êtes un émetteur faible. Un émetteur faible ne doit pas parler. Ce qu'Hollande n'a jamais compris. C'est-à-dire, Hollande... Personne ne voulait l'entendre, il continue à parler, son français d'autant plus. Mitterrand l'a très bien compris. Donc, quand il était bon dans les sondages, il faisait du silence, il recréait ce qu'on appelait du désir. On avait envie d'entendre la parole. Bon, le contretemps. L'époque était différente. Le contretemps d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est que ça marche pour un émetteur faible. Il ne peut pas commencer dans cette démarche de communication en étant un émetteur fort, puisque normalement, le moment où vous êtes l'émetteur le plus fort, c'est justement lorsque vous êtes dans l'état de grâce. Donc, il y a un hiatus. Mais c'est entre peut-être la ça le monde théorisation et ancien, théorie. que peut-être que c'est précisément ce qu'il fustige, que vous-même, vos analyses sont celles du monde ancien. Peut-être que justement son discours dans le poids, c'est une autre manière de prendre la parole. Peut-être que ces petits cailloux qu'il essaime pour définir sa stratégie et sa pensée, c'est ce que vous ne décodez pas, que vous ne comprenez pas, et parce que vous avez... Parce que vous êtes... Peut-être, hein, Mais le président de la Peut-être. République- Non, de toute façon, le président de la Vous République comprenez ce que a je veux dire? décidé, parce que c'est un homme extrêmement intelligent et lorsqu'il fait des erreurs, il les corrige très très vite. Donc il a compris que ça ne fonctionnait pas. Donc il a décidé de changer. Ah oui, mais il en met une couche, pardonnez-moi. Vous dites, Non, il a mais compris que il a ça remis ne une couche sur un fonctionnait autre pas. sujet. Ah ben non, là c'est le même sujet, les intellectuels mais et les journalistes, parce que tout en Non, c'est effectivement rapport- faisant là, une je ouverture parle- avec les journalistes, je parle du ce qui rapport paraît, c'est d'opinion. aujourd'hui. Les journalistes, c'est pas l'opinion. Je parle du rapport à l'opinion, c'est-à-dire comment je parle aux Français. Après, il y a un autre sujet sur les journalistes. C'est les qu'est-ce qu'il a intellectuels. changé avec Il les faut Français savoir dans sa quand même que communication? Nous avons la chance d'avoir un président de la République qui est aussi un intellectuel. C'est quelqu'un qui lit beaucoup. Je vous rappelle, dans ses meetings, il avait toujours des digressions littéraires. Donc c'est quelqu'un qui a une culture. C'est une chance d'avoir quelqu'un qui a une culture. Lorsqu'il fait référence à l'école de Francfort, deuxième partie, c'est-à-dire le marxiste devenu libéral, c'est-à-dire lorsque l'école de Francfort a dû partir aux États-Unis au moment de la guerre et a découvert le libéralisme. Parce que c'est une au sens synthèse en large. fait, c'est en même temps, si je voulais résumer l'école de C'est en même temps, Francfort, je dirais en même temps, c'est-à-dire que tu es à la fois marxiste et libéral. C'est Macron. Non, mais- Bon, c'est les... mais- plus à mais gauche que Macron. Mais Macron, Bon. Clément Viktorovitch et Isabelle Saporta après. Deux courtes Ouais. remarques. La première sur le monde d'hier, c'est Oui. parce qu'on le voit citer moi. Moi, j'en peux plus de cette Ah ouais, expression, moi non le monde d'hier. Parce que Tu sais que Le Monde d'hier, c'est un livre de Stéphane Zweig, hein, qui est un très très beau livre. Non, mais alors, Vraiment, je vous conseille ce si on livre, il est parle- formidable. Mais dans le livre, le monde d'hier est mieux que le monde d'aujourd'hui. Dans le livre de- Ah oui, c'est formidable, puisque Aujourd'hui, c'est le Zweig journalisme, alors. Zweig considérait qu'il y avait un âge d'or jusqu'en 1914. L'âge d'or des intellectuels. Non, mais L'âge d'or de tout, de la culture, et qu'à partir de 1914, tout est tombé. Non, mais juste, je referme la parole. non, juste un mot sur Zweig. Oui. Dès qu'il a fini son livre, il s'est suicidé, je vous le rappelle. Non, il s'est suicidé bien après, il s'est Non, suicidé non, en non. 46 ou 47. Il se mais suicide c'est au Brésil libre, après, Bien sûr. après son Et livre. vous savez pourquoi il s'est suicidé? Parce qu'il croyait plus en l'humanité. Et il a mis sa tête dans un... Il avait de bonnes raisons. Oui, exactement. on peut parler du livre de Stéphane Zweig. Là, le monde d'hier, Oui, c'est très Le bien. Monde Mais d'hier. dans la bouche d'Emmanuel Macron, le monde d'hier, il faudrait déjà pouvoir expliquer où commence et où s'arrête hier. Alors ça, moi, j'aimerais bien qu'on me le dise. Et puis, il faudrait pouvoir m'expliquer ce qu'est le monde, parce que il fustige le monde d'hier. Mais Pascal, c'est quoi le monde de demain? Alors, c'est quoi le monde de Oui, je demain? suis Est-ce que d'accord. c'est le monde des startups de la Ouais. Silicon Valley? Peut-être. Est-ce que c'est le monde d'Occupy Wall Street et de Nuit debout et de la démocratie participative? Peut-être aussi. Le monde d'hier, le monde de demain, mais ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est un concept qui est totalement vide. On est Pourquoi dans la- vous dites ça? Mais Mais parce parce que qu'il ça a ne veut raison. rien dire. Bah, Le Monde d'hier, alors je vais vous répondre Si vous voulez, politiquement. moi, Ah oui, Je peux me permettre une remarque? exactement, au contraire même. Alors là, le monde d'hier, le monde de demain, nous, ça nous parle. Nous, on a du mal à comprendre. Enfin, c'est quoi le projet Macron? On peut prendre déjà un petit peu de recul parce que. Avant d'avoir son gouvernement, il était dans un gouvernement, il a pris quelques décisions. Par exemple, si on prend les taxis. Alors, si le monde d'hier, c'était des taxis, puis il n'y en avait pas assez, et du coup, le monde de demain, c'est les taxis, ils ont une licence qui vaut plus rien, parce qu'on leur a cassé leur business. Avec des chiffres d'affaires qui sont en chute libre parce qu'il y a Uber, parce qu'il y a d'autres sociétés donc les taxis, eux, ils ont des licences qui valent plus rien, leur chiffre d'affaires est en chute libre, et à côté de ça, les Uber nous disent le modèle économique Uber, ça ne marche pas, et on n'a pas de quoi vivre. Donc le monde d'hier, ça marchait à peu près, c'était peut-être améliorable. Le monde
vu par Macron, c'est-à-dire le monde de demain, c'est le marasme total. C'est un monde qui est en mutation et votre exemple est très intéressant. Moi, je ne sais pas où il va. Mais vous avez raison et on va faire un autre thème là-dessus. Et vous pouvez revenir si vous voulez. Est-ce que vous souhaitez parler d'autre chose que de la SNCF ? Non, moi je ne veux pas me transformer en Mais vous avez chroniqueur, je ne tort. suis pas un sachant. Mais ce que vous dites n'est pas juste, au contraire. C'est pas une émission de sachants ici. C'est l'exact contraire. C'est une émission, on aurait pu appeler notre émission Machine à café. C'est-à-dire que ce sont les thèmes dont parlent les uns et les autres le matin. Donc vous avez tout à fait occupé parce que On dit très beaucoup de attaqué. bêtises, donc c'est bon. vous avez tout à fait votre place là-dedans. Simplement, il reste. Je reviendrai, mais quand ça concerne la SNCF, je ne veux pas me... D'accord. Bon, il reste juste 50 secondes pour conclure. 50 secondes, non, parce que c'est important sur la SNCF, parce qu'il faut quand même éclairer un peu cette entreprise. Qui va... Non, Claude, ça va être long, il nous reste Juste un 50 mot, secondes. Juste un mot. Qui va créer la prochaine gare de Shanghai? Qui a créé le premier bus autonome aux États-Unis à Las Vegas? La SNCF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SNCF a des déploiements en dehors de ce qui est en France, que les gens ne connaissent pas, qui sont des réussites extraordinaires à travers des filiales comme Gare et Connexion, par exemple, qui fait un boulot formidable. Les plus beaux centres commerciaux aujourd'hui faits dans le monde sont faits par C'est SNCF. l'incarnation de la Allez, modernité. C'est une on incarnation de la on modernité. conclut avec l'ami En 12 Victor secondes, Vich. pour rebondir sur ce que vient de dire notre ami cheminot, que je rejoins parfaitement. Le monde d'hier, le monde de demain, c'est le monde d'Emmanuel Macron. Le monde d'hier, c'est une manière de rejeter du côté des ringards tous ceux qui ne pensent pas comme lui. C'est ça. Merci, Exactement ça. c'était un plaisir. Et si Entièrement vous d'accord. voulez lire ce week-end, parce qu'il ne va pas faire très beau, lisez Le Monde d'hier de Stéphane Zweig. C'est un page-turner, vous vous ennuierez pas une seconde. Merci. Et puis de Besson, mais il n'est pas... Vous dites un page turner. Vous avez parfaitement raison. Franchement. Ah, c'est un pas tourneur, vous, un tourneur de page. Voilà. Merci à Marine Lançon qui nous a accompagnés toute la semaine. Merci et bonne négociation à la SNCF. Merci à tous, messieurs, dames, les intellectuels, les journalistes, parce que moi je vous aime beaucoup. Quoi qu'il arrive, je le Le dis, faillot. je vous aime. Le Je vous faillot. aime. Moi, je défendrai. J'irai, voilà, sur Comme le président, les pour vous défendre. déclarations Et je sur dirais, le plateau, comme je vous aime. Il faut changer le titre L'info, de l'émission. à tout de L'heure suite. des pros, ça va pas, c'est l'heure des ringards. Mais non, mais on est tous le regard de quelqu'un.